Salut les amis, comment ça va? Ça booste? Bon, bienvenue dans ce coaching Facebook Live spécial cyclisme, triathlon et tout le reste. Je réponds jusqu'à 20 heures à toutes vos questions pendant cette période de confinement. Ça fait plaisir. Je vais prendre la petite épongette. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions sur votre préparation. Je sais que c'est difficile actuellement parce que vos objectifs ont soit été annulés, soit reportés à 2 ou 3 mois plus loin. Donc, dans votre préparation, ça perturbe tout. Souvent, on vit une espèce de petit deuil, d'accord, une petite dépression. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Qui fait que on a du mal à trouver la motivation à s'entraîner, donc on risque de s'entraîner moins, et on a un peu plus tendance à faire des compulsions, d'accord, c'est-à-dire soit on compulse en mangeant, soit on compulse en ayant besoin de s'agiter, de faire du sport partout, soit on compulse en regardant les réseaux sociaux, en zappant avec la télévision, en faisant tout un tas de choses pour nous occuper parce que on a une espèce de stress, d'accord? Donc, je voulais vous parler, en attendant vos premières questions, n'hésitez pas. Salut Franck, salut Cyril, vous êtes les premiers arrivés. Salut Jean-Pierre, salut Laurent. Eh bien, actuellement, on est dans une période d'anxiété, d'accord? Il y a énormément de facteurs anxiogènes qui vous perturbent. Et je vous conseille de plutôt le reconnaître et en prendre conscience que de le renier, le mettre sous le tapis et dire non, non, moi ça va très bien. Peut-être qu'en apparence tout va très bien, mais il ne faut pas renier l'idée qu'il y a plusieurs choses qui sont hyper anxiogènes et ça vous touche forcément. Il vaut mieux en avoir conscience. Pourquoi? La différence entre le stress et l'anxiété, c'est que le stress, c'est une stimulation extérieure qui va mobiliser mon organisme pour que je fasse une stratégie qu'on appelle faire face. C'est-à-dire que je vais élaborer une stratégie pour faire face à un stress qui est connu. L'anxiété, c'est qu'on a un niveau de stress élevé, mais pour quelque chose qui n'est pas connu ou en tout cas qui n'est pas conscient. Et là, eh bien, ça provoque énormément de mots, d'accord, qui vont plus ou moins être palpables, un peu de difficulté à s'endormir, un sommeil de mauvaise qualité, on se réveille un peu fatigué le matin, comme je vous l'ai dit, on a tendance à plus grignoter ou à avoir plus faim ou avoir moins faim, on a tendance à zapper sur son ordinateur, sur sa télé, ses réseaux sociaux, etc., etc. Et tout ça, ce sont des signaux qu'on a une forme d'anxiété et qu'on n'y fait pas face. Alors, quels sont les facteurs anxiogènes? Évidemment, le premier, c'est d'avoir nos libertés qui sont quand même restreintes et amputées. Le deuxième, c'est d'être plus à l'intérieur et d'avoir moins de vitamine D en étant à l'extérieur, d'accord? Donc la vitamine D va beaucoup jouer sur notre niveau de stress ou de notre organisme à faire face. Il y a le fait d'avoir moins de contacts relationnels, d'accord, de la distanciation sociale. Eh bien, elle a ses revers, c'est que l'être humain est un être social et il a besoin des autres, du contact des autres, visuellement, sensoriellement, pour s'épanouir. Et quand il n'en a pas pendant un moment, c'est anxiogène. Il y a aussi un avenir qui est incertain, et ça, c'est anxiogène. Et puis, éventuellement, on pouvait avoir des projets, comme les projets sportifs, d'accord, ou d'autres, et qui passent à la trappe. Et ça, c'est anxiogène. Le fait de ne plus avoir de projet, c'est anxiogène. C'est ce qu'on appelle le syndrome de l'étudiant. L'étudiant, eh bien, il a une incertitude sur son avenir et ça crée des comportements anxiogènes dont j'ai parlé sur le sommeil, l'appétit ou la procrastination. On repousse les choses importantes à plus tard et vite, on va se rassurer à court terme en faisant des petites choses qui n'ont pas d'importance. Donc voilà les amis, tous ces facteurs-là, il faut faire face et puis il faut adopter une véritable hygiène mentale pour faire face à cette anxiété. Et la première des hygiènes mentales, d'accord, face à l'anxiété, la première, c'est la reconnaître. Reconnaître, de dire oui, je suis anxieux. Oui, je suis anxieux, d'accord? Et vous l'êtes forcément. Vous l'êtes parce que vous êtes dans un environnement qui est tellement anxiogène que vous l'êtes forcément à un niveau plus ou moins élevé, mais vous avez de l'anxiété, c'est-à-dire des stimulations
alors on les a pas totalement identifiées. Donc, il vaut mieux se dire, je reconnais que je suis dans un contexte anxiogène et que peut-être je peux avoir des facteurs. Donc, soit reconnaître vos symptômes, d'accord, okay, soit aller chercher les causes. Donc, les causes, je les ai dit. Okay, la distanciation sociale, la coupure sociale, le fait de l'incertitude sur l'avenir, ça peut être financier, professionnel, affectif, sportif, etc. Machin. Okay, donc, essayez d'identifier les causes ou vos symptômes, compulsions, sommeil, nourriture, etc., etc. Voilà, au moins, je les vois, je les identifie. Okay, la deuxième point de l'hygiène mentale que je vous conseille d'avoir, eh bien, ça va être la respiration. Et oui, la respiration est un des outils les plus puissants pour apaiser et calmer le système qu'on appelle le système végétatif, d'accord? C'est-à-dire qu'en fait, vous avez un niveau de stress le matin qui est déclenché par un pic d'une hormone qui s'appelle le cortisol pour vous réveiller. Le problème, c'est que si cette hormone, elle ne redescend pas derrière, eh bien, elle va perturber tout le système hormonal, votre horloge interne pour le sommeil, etc., etc. Okay, et ça, peut-être que vous n'en rendez pas compte, okay, mais voilà. Normalement, les taux de cortisol, le matin, bonheur, elles montent en flèche pour redescendre toute la journée et pour vous laisser tranquille toute la nuit. Et puis d'ailleurs, en début de nuit, ça va être la mélatonine qui va prendre le relais toute la nuit, etc. Donc, les deux vont se croiser comme ça. Si vous avez un niveau de stress, eh bien, le cortisol, il ne va pas redescendre, il va rester comme ça, d'accord? Toute la journée, vous avez des stress qui arrivent, et ça, c'est préjudiciable. Une des choses qui va permettre de baisser votre niveau de cortisol et donc éviter de déséquilibrer vos cycles de sommeil, vos cycles digestifs, etc., ça va être la respiration. Une respiration par le ventre et profonde, d'accord, et calme. En général, les respirations qu'on fait sur 5 secondes, on inspire, je gonfle mon ventre, d'accord, je peux bloquer ou pas, et je souffle pendant 5 secondes. J'inspire, je souffle. Vous l'aurez remarqué, si j'inspire pendant 5 secondes, je souffle pendant 5 secondes, ça fait 10 secondes, donc ça fait 6 respirations par minute. Ok? Si je fais 3 fois par jour, 6 respirations par minute pendant 5 minutes, eh bien, j'applique une méthode qu'on appelle la cohérence cardiaque, qui est une des méthodes prouvées scientifiquement les plus efficaces pour lutter contre le stress et l'anxiété. Je vous invite vraiment à faire ça. 3 fois par jour, 6 respirations par minute pendant 5 minutes. Il y a même des applications. Moi, j'utilise l'application qui s'appelle Respi Relax Plus, je crois. Elle est gratuite. Vous avez une bulle qui monte et qui descend, qui monte quand vous inspirez, qui descend quand vous expirez. Ça vous donne un rythme. C'est hyper efficace. D'accord? Je vous donne une troisième clé de l'hygiène mentale dans cette période-là. Eh bien, en fait, le cerveau se nourrit de ce sur quoi vous l'abreuvez. Okay? Donc, si toute la journée, vous regardez les informations, lisez le journal, écoutez la radio, actuellement, c'est 100% d'informations anxiogènes. D'accord? Le meilleur exemple étant, tous les soirs à 19h, on vous annonce les morts. Quoi. Okay? Donc, je rappelle juste que si on faisait ça pour toutes les autres maladies qui ont plus de morts que le coronavirus, on faisait ça à longueur d'année. Un exemple, c'est les maladies cardio-respiratoires. C'est 25 000 morts par jour dans le monde. D'accord? Et en France, on est quotidiennement largement au-dessus de ce qu'on peut avoir sur le coronavirus, en tout cas au quotidien. Si on annonçait ça tous les jours, les morts du diabète, c'est la même chose, enfin des maladies cardiovasculaires. La grippe saisonnière l'année dernière, eh bien, elle a fait une vingtaine de milliers de morts. Okay, donc, si on avait annoncé quotidiennement ça, d'un coup, on serait en anxiété. On ne l'a pas fait, donc ça sort de notre esprit et donc ça nous ne crée pas de l'anxiété. Donc, moi, je vous invite à couper ces informations-là. Peut-être une fois par semaine, ça suffit largement. Le reste, coupez. Et au contraire, nourrissez votre cerveau de choses agréables et positives. Par exemple, sur Netflix, ce n'est pas le moment de regarder des séries anxiogènes sur des complots d'État, sur des guerres, des choses comme ça.
regardez des films comiques, des spectacles comiques, des films d'amour, etc. Ok, lisez des bouquins peut-être de développement personnel ou de votre passion dont vous n'avez jamais pris le temps de la développer, jouer à la guitare, faire du théâtre, prendre des cours de musique, de dessin, de n'importe quoi. Et sur Internet et dans des bouquins, vous pouvez avoir des tas de choses à concentrer, d'accord, pour nourrir votre cerveau de positif. Voilà. Et puis le quatrième point, c'est de programmer vos journées. Et oui, si vous programmez votre journée, vous envoyez à votre message un message de sécurité. Or, en ce moment, il y a trop d'insécurité, d'instabilité. Alors que si vous lui dites, voilà, tous les matins, je vais me lever à 7 heures, je vais faire ma gym, je vais prendre mon petit déjeuner, je vais me préparer à 9 heures où je vais au boulot, ou alors à 9 heures, je fais le ménage, ou je fais, justement, je consacre 1 heure pour développer ma passion, pour développer un autre projet, 1 heure avec mes enfants, avec ma famille, bref, etc. Ok, vous comme ça, vous segmentez. Alors, ne programmez pas toute votre journée non plus. Vous pouvez voir 1 ou 2 heures le matin, 1 ou 2 heures l'après-midi avec rien, puis on verra bien ce qui se passe. Ok, mais ne faites pas que vos obligations qui vont vous stresser. Et ne faites pas, si vous programmez rien, bah, vous allez procrastiner, vous allez traîner, et puis les choses vont passer comme ça. Et vous n'allez avoir, en tout cas, pas quelque chose qui va vous apaiser. Donc voilà, je vous ai donné ces 4 hygiènes mentales pour vous aider à passer cette période hyper anxiogène. Voilà. Je réponds maintenant à toutes vos questions, les amis. Je vais commencer par la question de... Salut Bernard, Bertrand, salut Guillaume. Bruno qui me dit bonsoir à tous, je confirme, petite déprime cette semaine. Avec l'extension du confinement et les annulations de courses, évidemment, c'est tout à fait normal. Merci pour les infos d'hier soir. Je rêve d'une vraie sortie vélo, c'est clair. Salut Dom, salut Eric, salut Florian, salut. N'hésitez pas à me poser donc des questions. Salut Christophe. Donc oui, je l'ai mis pour ceux qui veulent. Vous savez que pour aider la meilleure cyclosportive et à ce qu'on puisse vous fournir un maximum de contenu gratuit, c'est notre but, vraiment, partager notre passion et qu'il y ait un maximum de gens qui s'entraînent de manière intelligente. N'hésitez pas, vous pouvez dans la description de la vidéo faire un don, d'accord, de ce que vous voulez, 1 euro, 500 euros, 1000 euros, 10 euros, c'est ce que vous voulez. En tout cas, plus on a de moyens, plus on pourra vous faire du contenu gratuit. Sinon, évidemment, vous pouvez prendre un programme qui est payant, mais là, c'est payant, voilà, évidemment. Salut Christophe. Hi Nicolas, merci pour tes vidéos. Pas de souci. Donc demain, on a une vidéo super. 45 000 morts par an, le cancer du poumon. Et oui, juste le cancer du poumon, il faut quand même le rappeler. 1700 morts par jour en moyenne habituellement en France. Exact. Allez, Claire, allez regarder la rediff du tour. Ok. Alors, tac, pour donner une idée de l'ampleur du Covid par rapport au reste. Bon, alors on regardera ça. Alors, une question de JC. Je voulais savoir s'il y avait une forme d'interaction, de commentaires sur les programmes. Je t'avoue que je suis le plan Goutaille, mais l'analyse qui en est faite est assez floue. J'avais envoyé un mail pour avoir des informations sur la partie accompagnement il y a 1 semaine environ, mais je n'ai jamais eu de retour. Ah, bah écoute, JC, excuse-moi, il suffit de... renvoie-moi un mail, JC, pour que je puisse avoir... je vais être vigilant, ou dans Goutaille, ou dans Goutaille, on surveille à 2 avec Cyril, ou alors sur mon mail, on va te dire, mais on va faire... Il y a des coachings communs, il ne faut pas hésiter dans les programmes, il y a des coachings communs 1 fois par mois où on fait votre analyse sur Goutaille de toutes vos données, de récupération, de forme, etc. Et puis, on va sortir des vidéos au fur et à mesure. Eh oui. Alors, peux-tu redonner le site pour le yoga? Alors, il y a plusieurs, Diane, il y a plusieurs sites pour le yoga. Vous avez un site sur mon coach de natation. Il faut voir, c'est important. Et vous avez aussi sur la page du YouTube de
Isabelle, mais je ne sais pas si Isabelle, tu nous suis, redonne-nous la page YouTube. D'accord? En tout cas, le yoga, c'est une excellente pratique en cette période. Hein, d'accord? C'est euh, voilà, parce que vous allez jouer à la fois sur la condition physique, la caisse, et à la fois sur la respiration. Donc moi, le yoga, je conseille, je préconise. En plus, les cyclistes, eh ben, souvent, on est souple comme des vers de lampe. Et donc, c'est une bonne chose de travailler la souplesse. Souplesse, renforcement et travail de force sont les trois piliers du cyclisme, avec bien sûr le travail aérobie, donc c'est-à-dire d'endurance cardiovasculaire. Jean-Rémy qui me dit, tu fais quoi après le confinement? Ça dépendra de quand est le confinement. En théorie, moi, je vais reprendre un entraînement un peu plus ciblé dès la semaine prochaine, d'accord? Puisque j'ai fait une semaine de petites coupures là. Et je vais faire un travail spécifique sur la vitesse en course à pied, par exemple. Et en vélo, je vais essayer de travailler encore ma force, parce qu'on ne peut pas travailler grand-chose d'autre jusqu'à la fin du confinement. Et puis, à l'issue du confinement, comme il n'y aura pas de compétition, là, je vais attaquer en vélo pour rien vous cacher. Je vais me faire plaisir. Je vais attaquer des longues sorties dans les montagnes à côté de chez moi pour vraiment développer mon endurance, mon adaptation à l'endurance. Mes objectifs sont à partir de fin août et jusqu'au 15 octobre, puisque tout est à peu près regroupé. Les championnats de France longue distance en triathlon, enfin en catégorie L, d'accord, donc en catégorie master de 50 ans. Et puis, j'ai deux autres triathlons en objectif, notamment le Half de Aix-en-Provence, qui est qualificatif pour les championnats du monde. On va essayer de faire ça, ok? Après, le reste, on verra en fonction de ce qui est possible. Vers la fin juillet, j'ai mon ami Bernard Assot qui fait la Risoul Kera, et donc c'est une cyclosportive que j'adore, et j'irai sûrement faire. Même si ce n'est pas pour moi, parce que c'est grimpeur à bloc. Alors, Cyril qui me dit, pour optimiser la performance, mieux vaut privilégier la vélocité ou la force? Car à l'époque, on courait en force et aujourd'hui, tout le monde en vélocité. Écoute, c'est une excellente question, Cyril. Et en fait, la réponse, elle va être les deux. D'accord? Très clairement, la force, c'est ce qui va te permettre de faire la différence. C'est là où on a le plus de couple. Donc, autrement dit, c'est là où on a le plus de rendement en force. Très bien. En plus, quand on est plutôt en force, ça va avoir tendance à baisser la fréquence cardiaque à vitesse égale, donc ça peut économiser. Le seul problème de la force, c'est que ça use les muscles. Donc au bout d'un moment, vos muscles ils vont fatiguer plus vite. Si vous partez dès le début d'une course en force, ou il faut que vous soyez vraiment beaucoup plus fort, ou alors vous risquez à la fin de bloquer, de ne pas pouvoir accélérer dans le money time, là où toute la différence se fait. La vélocité, c'est l'inverse. La vélocité, vous économisez vos muscles. Par contre, vous sollicitez beaucoup plus votre cœur et donc vous risquez de faire beaucoup plus d'acide lactique. Donc, je dirais, dans la gestion d'un entraînement, on va gérer des périodes où on va faire soit principalement de la force, très peu de vélocité quand même pour en garder un petit peu. Une autre période où on va plutôt développer sa vélocité pour gagner en souplesse et en cadence de pédalage. Une autre période où on va travailler un peu les deux pour améliorer la qualité technique. D'ailleurs, c'est le programme qu'on va vous proposer avec Cyril dès la semaine prochaine. En 4 semaines, améliorer son coup de pédale. Donc là, c'est une alternance de force et de vélocité et de travail technique en fait. Et en alternant force plus vélocité, c'est là où on développe sa puissance, ok? Sachant qu'il y a des choses assez paradoxales. C'est-à-dire que plus on a de force, plus un effort en vélocité, on a encore un potentiel pour aller en mettre et on pourra tourner plus vite, à condition d'avoir travaillé notre souplesse et notre pédalage. Pareil, en travaillant la survélocité, voire même l'hypervélocité à 120, 130 et même plus, en fait, on développe de la force parce qu'on développe des fibres de type 2, musculaires explosives, d'accord, et donc qui vont nous permettre de tirer de la force. Franck qui me dit programmation puissance 6, intensité maximum dans l'exercice, c'est dans la fourchette ou au-delà? Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris, Franck, mais très clairement, intensité maximum, c'est au-dessus de ce qu'on appelle le supramax, d'accord? Donc le supramax, c'est au-dessus de la PMA, grosso modo, de 120% de l'intensité critique. Donc très clairement, c'est aller au maximum. C'est un sprint maximal, ok? En tout cas, au-dessus de ce qu'on appelle la PMA. Donc ça peut être 50% au-dessus, 100% au-dessus.
Salut Yannick. Alors, juste pour te dire que ça fait du bien, les jambes épilées. Merci à ma fille esthéticienne, je vais gagner en watts. C'est clair. Et tu as super raison Yannick, parce que franchement, moi j'ai les jambes poilues comme un ours. Et je remarque que quand je m'épile les jambes, ça fait du bien. Sauf que moi, j'ai pas la chance d'avoir une fille ou une femme esthéticienne. Et je t'avoue, ma femme, elle a une espèce d'appareil qui arrache les poils, mais j'ai pas envie d'essayer. Ça fait trop mal. Enfin, j'ai déjà essayé, mais alors, Grégo Laurent, qui me dit, que conseilles-tu pour l'avenir, une fois les dates connues de reprise en amateur? Et surtout, maintenant, même si j'ai compris qu'il fallait faire de l'entraînement plaisir. Ouais, bravo Greg. Effectivement, c'est ce que je vous conseille. Là, on est dans une période d'incertitude. Il n'y a pas de date. On serait presque dans une période d'intersaison. C'est dommage, mais voilà. Donc là, c'est important. Vous êtes entraîné avec des contraintes, des objectifs, des obligations pendant des mois. Et là, je vous conseille de faire un break, c'est-à-dire continuer à vous entraîner, mais dans une mentalité de vous faire plaisir. Ça, c'est vraiment une clé qui est fondamentale. Donc, qu'est-ce que j'ai envie de travailler en ce moment? Et ça vous fait toucher les choses que j'aime, d'accord? Ce que j'ai envie de travailler, j'ai intérêt à plus le travailler en ce moment, de manière spécifique, et ça va me faire vraiment une force pendant ces quelques semaines-là, sans m'user complètement mentalement et sortir du confinement en étant déjà cramé mentalement et physiquement, d'accord? Donc moi, je vous conseille ça. Je choisis quelque chose que j'aime pour le développer à bloc. Et en sortant du confinement, j'aurai cette qualité-là. Après, une fois qu'on aura les dates, on va faire un rétro-planning, comme d'habitude. Un rétro-planning, j'ai envie de dire, elle est où mon éponge? Je vous donne les grands standards du rétro-planning, ok? Je ne vais pas non plus vous faire votre programmation, mais grosso modo, les grands standards, c'est quoi? C'est une fois que j'ai ma date, d'accord? Le 10D, ici, là, j'ai l'objectif. Bon, je vais faire, selon mon niveau de fatigue, de ressenti, là, je vais faire de l'affûtage. OK? L'affûtage, c'est entre 10 jours et 15 jours. OK? Ça peut être un peu plus dans certains cas si on intègre des compétitions de préparation. OK? Mais là, c'est grossièrement, je refais du jus. Ensuite, là, on va voir quoi? On va voir ce qu'on appelle l'entraînement spécifique. OK? Donc, en termes de parcours, d'intensité, de durée, de dénivelé, je vais faire des entraînements qui me rapprochent le plus de la course cible. OK? Pareil, donc là, ici, on a une espèce de période de flottement où on va pouvoir mettre une, deux ou trois courses de préparation. Course prépa. OK? Elles font fin de la partie d'entraînement spécifique, mais on sait qu'on sera carbo au niveau des jambes. Mais par contre, on reprend du rythme, on reprend des repères de préparation avant, pendant la course, etc. Okay. Et puis là, voilà, on va mettre des charges qui sont proches. Donc, si je fais une course de 3 heures, je ne ferai pas le même entraînement spécifique que si je fais des courses de 6, 7 ou 8 heures, si je m'entraîne pour l'étape du tour. Si je fais des courses sur le plat très nerveuses, je ne m'entraînerai pas de la même manière que si je fais des cyclos avec 4000 mètres de dénivelé. Vous comprenez bien, d'accord? Donc, tout ça, et dans le spécifique, n'oubliez pas de rajouter aussi la nutrition. La nutrition, c'est vraiment très important. La stratégie nutritionnelle de course, on l'ajuste, d'accord? Donc 6 à 8 semaines avant votre objectif. Donc là, selon quand est-ce que les choses se débloquent, pour certains, on n'en sera pas loin. Et puis, sinon, eh bien, ici, là, on va faire peut-être un entraînement général, d'accord? C'est-à-dire que si là, pendant le confinement, vous avez un peu fait une coupure, plaisir, etc., sans développer de qualité, ce serait bien, vous aurez de la fraîcheur mentale et physique. Là, il faut peut-être faire une reprise de 3-4 semaines, ok, d'entraînement général où on va soit travailler le foncier, soit travailler au contraire l'hyper puissance et vitesse pour se remettre dedans dans le rythme, d'accord? Donc, selon les qualités que vous aurez fait, avec toujours un peu d'entraînement en renforcement ou en muscu carrément, selon ce qu'on veut faire. Alors, Michael qui me dit salut de la Vendée, salut la Vendée, merci pour tout ce que tu fais, merci à toi Diane ou David. Je fais soit du vélo au travail, soit du home trainer avec toi. Super. Après le confinement, on fait
La bringue avec Nico. C'est clair. Jean-Rémy qui me dit, je voudrais faire ton programme 4 heures de 4 semaines. Pourrais-tu expliquer le contenu rapidement? Alors, le programme 4 semaines, c'est un programme qui va être basé sur l'amélioration des qualités mécaniques du coup de pédale. Autrement dit, avoir un coup de pédale plus fluide et plus efficace. Ça paraît rien, mais rappelez-vous qu'un cycliste donne en moyenne 5000 coups de pédale par heure, en moyenne. Ok? Donc, imaginez que vous arriviez par un travail d'efficacité à économiser 0,01 calories par coup de pédale. D'accord? Parce que vous êtes plus souple, plus relâché, etc. Vous économisez ça. Ok? Eh bien, à la fin de l'heure, vous aurez économisé 50 calories. Ça paraît rien. Mais sur une course qui fait 7-8 heures, d'accord? Eh bien, on est à 300-400 calories. Quasiment les calories qu'on consomme sur une heure de vélo. Autrement dit, eh bien, vous allez repousser la fatigue de 1 heure. D'accord? Au lieu d'être fatigué au bout de 7-8 heures, vous allez être fatigué au bout de 8-9 heures. Et si votre course avec 7-8 heures, ben, la dernière heure, vous allez pouvoir remettre une gage. OK? Autre aspect du problème, imaginez que vous gagnez, d'accord, 2, 3, 4 ou 5 watts. 5 watts, c'est tout, par coup de pédale, parce que vous avez une meilleure efficacité. Okay, ça se gagne vite, un meilleur relâchement, un meilleur fouetté, etc., meilleur positionnement, vous gagnez en efficacité. Bon, eh bien, si c'est 2, 3, 4, 5 coups de pédale, watts par coup de pédale, eh bien, dites-vous que au bout de 1 heure, 2 heures, 3 heures, vos adversaires, vous allez les user, même si votre adversaire, finalement, c'est vous-même par rapport à l'année dernière. Donc déjà, on peut avoir des progrès significatifs. Et puis, évidemment, un meilleur coup de pédale, c'est moins de fatigue, moins de blessures, plus de confort. Donc, c'est vraiment capital et c'est des choses qu'on ne travaille pas assez. L'erreur qui est faite, c'est que souvent, on calque les entraînements sur les professionnels et on dit que les professionnels n'en font que très peu de ces exercices-là, de travail qualitatif. C'est une erreur. D'abord, ils en font certes très peu par rapport à l'ensemble du volume qui s'entraînent, mais par rapport à un cycliste normal, ça en fait beaucoup. Quand ils en font avec des spécialistes en ergonomie, donc ils ont le bon exercice ciblé pour eux à faire, etc. Ils en font. Et quand ils travaillent le contre-la-montre, je peux vous dire qu'ils en font vraiment beaucoup, d'accord, avec études vidéo et compagnie. Et dites-vous qu'eux, ils font 25 à 30 000 km par an. Donc, naturellement, avec l'habitude, le coup de pédale rend plus efficace. D'accord? Mais nous, on ne peut pas se permettre ça. Donc, il est important qu'on consacre des séances ou des périodes où on améliore l'efficacité gestuelle. Donc, les séances, elles vont être basées principalement sur du travail de survélocité, travail de force, travail d'unijambiste, travail technique, d'accord? Relativement à faible intensité, avec quelques portions à très haute intensité, parce qu'on a tenu avec Cyril à vous faire un programme qui soit possible sans capteur de puissance, parce que depuis le début de l'année, on vous sort des problèmes avec capteur de puissance, c'est l'évolution, c'est l'avenir, c'est sûr, mais quand on n'a pas de capteur de puissance actuellement, c'est un peu chiant. Donc là, vous pourrez le faire avec un vélo de spinning, avec un vélo sans capteur de puissance. Il faut au minimum un cardio-fréquence-mètre et une cadence de pédalage. Ça, c'est indispensable. D'accord? Donc, vous allez avoir 3-4 séances hyper techniques pour améliorer. Donc, c'est des séances qui vont vous permettre de vous maintenir en forme, qui sont ludiques parce qu'elles changent beaucoup, et avec quand même un peu de travail d'explosivité, donc pour maintenir un niveau musculaire, un tonus musculaire intéressant. En plus de ça, vous aurez dans ce programme deux séances de musculation par semaine avec des vidéos pour vous expliquer exactement comment faire le bon geste. Parce qu'avec Cyril, on y tient. La clé numéro 1 de la musculation, c'est le bon geste. D'accord? Avant de parler d'augmenter les séries, les puissances, les watts, le poids, la charge ou autre, d'abord, il faut faire le bon geste. Donc, on a mis des vidéos en place pour vous expliquer ça, des séries pour que vous puissiez le faire. Et voilà, vous suivez ça tout seul, ça va être formidable. Évidemment, on va faire un prix accessible, d'accord? Et on va essayer de faire ça pour que ce soit accessible au plus grand nombre. Mais comme on l'a déjà dit, on est désolé de ne pas vous le faire gratuit, mais nous-mêmes, pour sortir ces programmes, on fait travailler des gens qu'il faut payer parce qu'ils ont des familles, d'accord? Comme nous, en danger. Donc, ils travaillent, on les paye, c'est normal.
On doit payer des supports, hein, ça paraît rien, mais même si c'est informatique, on doit payer des supports. Mais on vous le fera à un prix le plus bas possible parce qu'on tient à ce que ce soit accessible au plus grand nombre. C'est vraiment une qualité essentielle qu'il faut apprendre à développer, la qualité gestuelle. Donc voilà, mon ami, il sera normalement sorti. J'y crois pas à la fin de semaine parce que c'est demain, c'est vendredi, d'accord. J'y crois pas dans le week-end non plus, mais franchement, lundi prochain, on attaquera la semaine et on vous rendra ce programme accessible. J'y réfléchis, mais je pense que demain, vous savez, on est dans une semaine de régénération, donc demain, je pense que je vais vous faire une séance de ce programme et voilà. Ok. Alors, Thomas. Salut Thomas, quand j'ai vu que tu étais en live, j'ai failli sauter sur mon entraîneur. À demain 10h. Salut Thomas. Bruno qui me dit je n'ai pas peur de cramer avec tes sessions YouTube quotidiennes. Tu n'as pas peur de te cramer? Non, je vais te dire pourquoi Bruno. Il y a plusieurs personnes qui me demandent ça. Il faut savoir que toute l'année, depuis 2-3 ans, je m'entraîne à peu près 2 à 3 heures par jour, d'accord, 5 jours par semaine. Donc là, je fais des séances d'1 heure, ok. D'ailleurs, donc depuis 2 ans, vous savez, j'ai repris le triathlon, donc je fais souvent 2 à 3 heures avec vélo, course à pied, vélo, course à pied, natation, etc. Donc, j'enchaîne des sports. Là, 5 fois par semaine, j'enchaîne 1 heure de home trainer. Je vous avoue que des fois, 2 ou 3 fois dans la semaine derrière, je vais enchaîner encore ma sortie de course à pied que je peux faire. Donc, il n'y a aucun problème. Je risque pas de me cramer. Maintenant, si vous reprenez le vélo, vous êtes débutant, ou alors vous reprenez le vélo après de nombreuses années, là, je conseille de faire une séance 1 jour sur 2. Et là, ça va bien se passer pour vous. D'accord? Mais vous avez vu que même bien entraîné, je prends quand même 2 jours de repos. En tout cas, par rapport à vous sur le vélo. Ça, je pense que 2 jours de repos, c'est relativement indispensable. Ce qui compte, c'est quelle est votre charge que vous avez fait avant. Okay, si vous n'entraînez pas, vous passez d'un coup à 5 séances de home trainer par semaine, vous risquez de vous cramer. Si par contre vous avez l'habitude, moi tout l'hiver, j'ai bouffé une home trainer, je vais te dire, donc il n'y a pas de problème. Ok. Ah, salut mon ami Alain. Quel home trainer taxe ou élite connecté ou pas, maximum 400 €, donne-moi ton avis, Nico. Alors, Alain, moi je suis pas un revendeur matériel et j'ai pas d'intérêt. Moi j'ai le taxe flux. Franchement, je le trouve très bien, très bon rapport qualité-prix. Il me semble qu'il est aux alentours de 500 €. Je sais pas si tu en trouveras encore. Peut-être que tu peux en trouver d'occasion. Je ne sais pas. Ok. Le connecté aujourd'hui, c'est un plus, Alain. C'est vrai que ça passe à quelque chose. Maintenant, pour dépanner pendant le confinement, si tu trouves un home trainer tu sais, un petit trépied classique, là, d'accord, le petit truc avec la roue qui est là, d'accord, et on bloque la roue ici, franchement, c'est très bien et c'est suffisant, quoi. Avec ton capteur de puissance, tu vas pouvoir régler l'intensité sans aucun problème avec les vitesses et ça passe très bien. Et ça suffit largement, puisque tu as un capteur de puissance, l'aspect connecté, tu le trouveras sans problème. Voilà. Alors, Vincent, salut, merci pour tes vidéos, c'est parfait. Claude qui me dit sur Goutai, comment je peux déplacer une séance? Je ne peux pas faire celle de demain. Alors écoute, là je ne suis pas dans un truc Goutai, mais tu vas dans ton planning de la semaine, dans ton calendrier de la semaine, tu cliques sur la séance, tu maintiens cliqué et tu déplaces ta séance à demain. Il n'y a aucun problème, ça se fait tout seul. Florian, dis-moi Nico, je suis boulanger, je suis souvent bloqué du dos avec une douleur au genou qui m'apparaît. Comment je peux renforcer mon dos? Peut-être adapter mes gestes et éviter aussi la douleur au genou. Merci pour les livres, les live home trainer, tu es génial. Merci. Alors tu sais, moi quand on me parle de douleur comme ça, du dos, du genou, la première chose que je regarde c'est position, d'accord? Il faut vérifier ta position. Il y a des grands principes sur le positionnement si tu es normal, entre guillemets, d'accord? Sinon, moi, je pense que ça vaut le coup vraiment d'investir dans une vraie étude posturale. Alors attention, une étude posturale, vous savez, moi, je ne suis pas un pouce au crime à consommer, à prendre des vélos chers, des trucs chers, etc. Pas du tout. Mais par contre,
je trouve qu'une étude posturale, c'est un vrai investissement sur sa santé, surtout quand on a des problèmes comme toi. Une vraie étude posturale, en général, c'est aux alentours des 300 euros. Il y a une étude dynamique, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a calculé tes dimensions morphologiques, ok, on va te positionner sur le vélo, on va te mettre des pastilles et on va observer ton mouvement pendant que tu pédales. S'il y a un gars qui prend tes mensurations, qui les fout dans un ordinateur, qui appuie sur un bouton et sur le truc du vélo, moi je fuis ça comme la peste. Même si ça coûte que 100 euros, c'est une arnaque, d'accord? Voilà, je le dis, c'est une arnaque, d'accord? Soit il y a des trucs basiques et ça coûte rien ou quasiment rien, d'accord? J'ai un programme position optimale à moins de 30 euros pour donner des trucs que j'ai fait avec Mathieu Papin, qui est un expert, etc. Donc, qui donne des tas de choses sur le réglage des cales, sur la hauteur de selle, sur le recul de selle, sur etc., etc. Ok, mais bon, c'est des choses basiques. Tant qu'on n'a pas de problème, les choses basiques suffisent largement. Sitôt qu'on a des problèmes ou alors qu'on roule plus de 5-6 000 km par an, moi, je conseille de faire une étude posturale. Comme ça évite, on enlève 90% des problèmes qu'on risque d'avoir parce qu'on a une mauvaise position. Après, très clairement, le dos, ça peut venir d'une nécessité de renforcer. Souvent, le mal au dos, le médicament, c'est le mouvement, quoi, d'accord? Donc, il faut faire des mouvements de renforcement réguliers, plutôt doux, avec des élastiques. Moi, la natation, je la préconise parce que c'est ce qui m'a sauvé pas la vie, mais à partir de l'âge de 40 ans, j'avais des douleurs au dos pas possibles parce que si je renforce pas mon dos, eh bien, j'ai énormément mal au dos. Donc, pour moi, la natation, c'est doux, c'est régulier et c'est vraiment le sport en plus que j'adore. Donc, renforcement musculaire régulier et posture vélo, mon cher ami. Nicolas, avec tout le planning qui est repoussé, opportun pour faire une micro-coupure, j'ai du mal à comprendre, les gars, des défis à la con sur le web et ceux qui font du Zwift à gogo tous les jours, risque de blessure, fatigue en septembre, etc. Je suis un peu d'accord avec toi, Nicolas. Bon, moi, honnêtement, oui, tu peux faire une mini coupure, mais bon, ta coupure, ça fait déjà 4 semaines. Si elle dure encore 4 semaines, c'est plus une coupure. Là, c'est une connerie parce que tu vas perdre tout ton niveau. Au bout de 3-4 semaines, tu vas perdre tout ton niveau. Donc, moi, c'est ce que je disais tout à l'heure dans l'entraînement plaisir. Vous pouvez faire d'abord une petite coupure d'une semaine, ça c'est bien. Après, vous pouvez vous dire aussi, je vais m'entraîner que 3 fois par semaine pour me maintenir en forme. Vous savez qu'avec 3 entraînements par semaine, vous maintenez en forme physique. Vous serez plus performant, il n'y a plus d'habitude aux hautes intensités, mais ça reviendra si vous êtes en forme physique. Et comme tu le dis très justement, Nico, au moins vous aurez de la fraîcheur et de l'envie. Okay, ceux qui se crament là sur Zwift, je dois avouer que je ne comprends pas. Alors attention, une fois de temps en temps, moi je suis un peu gamin aussi, de temps en temps j'aime bien me tirer la bourre, me faire plaisir, m'amuser. Alors, bon, je ne suis pas adepte de Zwift, mais je peux comprendre. J'en ai fait une fois ou deux, je trouve ça bien foutu, c'est ludique, etc. Le danger, c'est de basculer un peu dans une forme d'addiction, j'ai besoin de décharger mon truc, allez, je vais sur Zwift, 1 fois, 2 fois, 3 fois, et on se crame la tête. Donc ça, faites-y attention. Okay, l'aspect ludique, je le comprends. Maintenant, peut-être 1 fois par semaine maximum. Et puis le reste, encore une fois, amusez-vous, faites-vous plaisir. Posez-vous des questions de dire quelle est la qualité que j'ai envie, d'accord, d'améliorer. Pas que je dois améliorer, celle que j'ai envie d'améliorer. Tiens, ouais, j'aimerais bien être plus véloce, machin, voilà. Ou alors, putain, j'adore tirer du braquage. Eh bien, allez, travaillez la force, etc., d'accord? Donc, travaillez ces qualités-là. Ou alors, j'ai envie d'améliorer mon truc. Allez, ok, travaillez ça. Et ça, ça me semble intéressant. Salut Sophie. Alors, Tarmac d'Equerre. En effet, le yoga est une doctrine assez importante dans le domaine du cyclisme. Quoi? Les montagnes. Quelle chance, Nico. Ouais, enfin bon, en ce moment, les montagnes, je suis comme toi. Hein. C'est même pire, tu vois. Moi, actuellement, je suis un peu comme un mec qui est diabétique et à qui on met des gros tas de sucre avec plein de soleil. Il n'a pas le droit d'y aller, quoi. C'est un peu l'enfer sur Terre, quoi. Bonjour Florian, déjà tu peux te renforcer avec du gainage, on est d'accord. Salut Vincent, salut Freddy, je cherche un entraînement de vélocité car je suis toujours en force, merci. Écoute Freddy, demain, le home trainer
la séance à 10 heures, d'accord? Donc, tu peux faire un replay sur la chaîne YouTube Mon Coach Vélo ou sur le site de la meilleure cyclosportive. Et puis, sinon, il y aura le programme la semaine prochaine qui s'appelle Coup de pédale fluide 4 semaines. CPF4S. Salut André, tu m'as envoyé un message, je t'ai pas répondu, excuse-moi André. J'ai fait du gainage, muscu, élastique, le haut, chaise et montée d'escalier. Salut Gilles. Salut Charles, salut Max. Alors Charles, salut Nico, grosse bise à toi, t'es beau, merci mon Charlie. Salut Damien, salut David. Y a-t-il une différence entre l'entraînement VTT et route? Alors, oui, il y a beaucoup de différences, même si les deux restent du vélo, d'accord? Et les deux sont complémentaires, mais l'entraînement VTT a une caractéristique physiologique spécifique, c'est-à-dire que le VTT est très explosif avec beaucoup de changements de rythme, d'accord? Et à la fois, tu peux avoir, comme en cyclisme, des courses donc marathon très endurantes, ok? Mais sur lesquelles, par rapport au vélo-route, il va y avoir quand même des changements de rythme obligés par le terrain beaucoup plus cassant, qui sont beaucoup plus marqués qu'en vélo. Donc ça, il y a vraiment une spécificité dans l'entraînement, même si ça y ressemble beaucoup. Honnêtement, une bonne préparation en cyclisme prépare bien sur le plan physiologique au VTT, mais après, dans les dernières périodes, il faudra faire un peu d'entraînement spécifique selon la distance que vous faites. Après, il y a une très grosse différence entre le VTT et le vélo-route. Bien évidemment, ça dépend des courses que vous faites, mais a priori, c'est le travail technique. En VTT, il est décisif de bien savoir placer sa roue, de bien savoir tenir en équilibre, piloter, etc., etc. Donc, il y a des choses qui sont quand même très importantes au niveau de l'adhérence sur le plan technique. Moi, personnellement, j'ai entraîné 2 ou 3 fois seulement des gens en VTT, assez peu de demandes sur le VTT, mais on a beaucoup travaillé, au moins une fois par semaine, une séance d'entraînement technique avec des caisses sur du sable, sur différents revêtements, différents passages techniques, etc., etc. Allez, salut Nico, salut Seb, Philippe, salut Nico. Peut-on prendre le programme Puissance 6 et le faire en fin d'année? Doit-on le faire avant ou après le programme inversé? Merci pour tout ce que tu fais pour nos petits amateurs. Le programme Puissance 6, c'est un condensé de la programmation inversée. Donc franchement, si tu as la programmation inversée, il faut prendre la programmation inversée. Bruno, sur la page d'accueil de mon espace Goutaille, il y a un graphique périodisation, mais il est plat. À quoi cela sert? Alors, écoute Bruno, je t'invite à poser la question sur Goutaille. On te répondra avec Cyril pour pas faire un spécifique Goutaille ce soir, quoi. Salut Olivier, salut Franck. L'intensité critique, c'est la FTP. Pas tout à fait, Franck. Pas tout à fait, mais c'est intéressant que tu parles de ça, d'accord? On va l'expliquer. Voilà. Je vais essayer de vous l'expliquer de manière simple. Donc, il existe plusieurs modèles d'entraînement, ok? Mais je vais faire simple. Vous avez toujours des méthodes d'entraînement avec la puissance, mais on pourrait dire qu'avec la fréquence cardiaque, le principe était le même. Qu'est-ce qu'on fait? On prend une donnée X, ok? Et on définit différents niveaux d'intensité avec lesquels on va s'entraîner, ok? On pourrait dire récupération, endurance, ok, résistance, puissance et sprint ou maximum. D'accord? Voilà. À partir de là, en face, on va prendre un certain pourcentage de cette puissance de référence. Ok? Donc, suivant la puissance de référence qu'on y met, les pourcentages vont être différents, mais on reviendra dans des zones physiologiques qui correspondent. Donc, vous avez un modèle qui est le plus connu, d'accord, qui est le modèle de Kraft, qui prend en puissance de référence la PMA. D'accord? Autrement dit, pour faire simple, c'est la puissance maximale que vous pouvez tenir en moyenne sur 5 minutes. Voilà. OK? Et il y a un autre modèle qui dit, ouais, mais attendez, ça c'est bien pour les cyclistes qui sont explosifs, les pistards, voire des gens qui font des courses très courtes, ça correspond à leur physiologie. Mais vous avez des gens qui peuvent être très très bons sur du court,
Mais sitôt que ça va dépasser 1 heure ou un peu plus, ben, ils n'existent plus. Je vous donne un exemple. Le champion du monde de kilomètres sur piste qui a des cuisseaux comme ça, bon, sur les 5 minutes, c'est même pas la peine d'essayer de tenir. Ah, il va vous mettre une pile. OK? Sur 2 heures, c'est pas évident qu'ils tiennent, sur 3 heures. Et donc, ben, les mecs, ils font pas de course sur route, d'accord? Au-delà d'1 heure, ils ont pas de capacité cardiovasculaire et physiologique, d'accord? À l'inverse, vous avez des gens qui seront peut-être moins puissants que vous sur du court, mais qui, à long terme, vont tenir une proportion de puissance plus élevée. Ils sont plus endurants. Donc, certains ont dit non, non, non. La puissance de référence, c'est la FTP, d'accord? La puissance moyenne, grosso modo, sur 1 heure, mais qui se calcule souvent sur 20 minutes, d'accord? Par un CPMA. OK? J'essaie de faire simple, les gars. D'accord? Bien. Et on va faire la même chose, c'est-à-dire qu'on va prendre un certain pourcentage, d'accord, la récupération, ça sera un certain pourcentage de la FTP, etc. Mais on va revenir là-dessus. Et ça nous permet de définir des entraînements avec différentes séances à différents niveaux d'intensité. La puissance critique, c'est un calcul de rapport entre les deux, justement, okay, qui va, en fonction de l'équation de la pente, comme on dit, d'accord, on va tenir compte du fait que, par exemple, si j'ai ma CP20 est à 300 watts, ok, mais ma PMA est à 400 watts, ok, ça va me définir une puissance critique qui sera sûrement plus basse, sera plus faible que si ma PMA est à 500 watts. Si j'ai une capacité de tenir ma PMA à 500 watts, mais que je m'écroule, d'accord, après, forcément, la puissance critique ne va pas être la même. Donc là, on a calculé la puissance critique parce qu'on estimait que pour des cyclistes, c'était plus adapté encore parce qu'on tenait compte d'une puissance en endurance, mais qu'elle allait pondérer en plus ou en moins en fonction de nos capacités explosives. Donc on a fait une synthèse des modèles qu'il y avait avant. Alors souvent, elle est proche de la FTP, mais en fonction de ce que tu fais sur ta PMA, elle va être légèrement au-dessus ou légèrement en dessous, okay, pour optimiser tes puissances d'entraînement. Est-ce que, Franck, j'ai bien répondu? Eh bien, un pouce j'aime si vous trouvez que j'ai bien répondu. Voilà. Alors, Romain qui me dit « Cool tes exercices, grâce à toi, on prend du plaisir sur Home Trainer et on a envie d'en faire. » Eh bien, écoute, ça, c'est le plus beau compliment que tu pouvais me faire, mon ami. Alors, salut Nico, un médecin a dit que de ne pas déjeuner le matin réduisait de 40% le risque de cancer. Comme j'en ai déjà eu un, je voulais avoir ton avis là-dessus. Alors écoute, si c'est un médecin spécialiste du cancer, moi je te conseille de l'écouter. D'accord ? Voilà. Moi j'ai un peu étudié le jeûne intermittent, donc notamment de ne pas déjeuner le matin, déjeuner à midi. Je déconseille de le faire tout le temps. Parce que très clairement, sauf pour certaines personnes, eh bien, ça engendre de la fatigue. Ce qui est sûr, c'est qu'on s'est rendu compte que beaucoup de cancers sont dus au fait qu'on mangeait beaucoup trop. Ce qu'on sait, c'est que quand on fait des jeûnes intermittents, eh bien, on laisse l'organisme au repos, ce qui va permettre à des cellules de nettoyer l'organisme. Donc tout ça, c'est des choses qui sont plutôt bénéfiques. Maintenant, moi, j'ai étudié beaucoup le jeûne pour avoir la patate, la santé, ça crée un pic de sécrétion hormonale, c'est mieux pour la récupération, on gère mieux sa consommation de graisse, donc on s'affûte plus, mais je ne suis pas un expert du cancer pour pouvoir te donner ce genre de confirmation-là, mon cher Michel. Tu t'es trompé de blog. Jérémy qui me dit Nico, je suis coursier FOLEP en 2e catégorie, je mesure 1m72 pour 62 kg. Je cherche à passer un cap niveau puissance. Je bosse 10 minutes en force, 50 RPM, récup hyper vélocité, 125 minutes. Je fais ce combo 3 fois, puis retour au calme et échauffement. 3 fois par semaine. Le reste, c'est que de l'endurance, EP2I et récup. Tu en penses quoi? Merci beaucoup. Jérémy, je l'ai déjà dit, le meilleur entraînement du monde devient nul si tu le répètes tout le temps. Voilà. Donc, que tu fasses une période où tu veux travailler la force, c'est pas mal, mais toujours de la même manière, ton schéma, il est bien. Hein. C'est une séance
une séance une fois par semaine, comme ça, c'est bien. Maintenant, il faut faire que tu fasses d'autres séances. Tu peux faire, si tu veux travailler la force, tu peux faire des séances avec ton niveau où tu vas faire 45 minutes de force et puis 10 minutes de récup et 5 minutes de survélocité. Tu peux faire du travail sur beaucoup plus court, mais en ayant fait la pré-fatigue avant. Tu peux faire voilà, du travail beaucoup plus timé, une minute. Voilà, il y a beaucoup de choses à faire sur la force, mais encore une fois, pas faire ça pendant des semaines et des semaines aussi. D'accord? C'est bien de le travailler. La force, honnêtement, c'est bien de le travailler entre 3, 4, 5 semaines. Et après, il faut changer, choquer son organisme. Après un travail de force, en général, c'est bien de refaire un travail de puissance pour vraiment transformer cette force en puissance. Donc, voilà. Ton entraînement, il est bien, Jérémy, mais pas à faire comme tu le fais 3 fois par semaine et pendant on ne sait pas combien de temps. Voilà. Allez, hop. Bon, tous les matins, la PPG 1 heure. Bah, tu en ferais 5 fois par semaine, ça suffit. Trop, c'est pas l'ennemi. Trop est l'ennemi du bien. Jean-Louis qui me dit, est-ce que je peux faire le programme P6 avec un compteur Briton? Oui, il faudra juste que tu transfères manuellement les fichiers de ton compteur sur ton ordinateur et de ton ordinateur sur Bouteille. Mais c'est possible. Salut la Tunisie avec Nabil. Vincent, coucou. La forme? Yes. Guy, bonsoir Nico. Comment pourrait-on s'inscrire à ton programme 4 semaines? Merci. À partir de lundi, ou peut-être on va voir si on peut faire une préinscription, mais on va voir ça. On va voir ça, d'accord? Ok. Fabrice qui me dit, petite question sur le capteur de puissance. Tu conseilles plutôt dans les pédales ou le pédalier? Lequel as-tu? Et merci pour tes lives. Alors, au niveau des capteurs de puissance, c'est un peu comme sur les traîneurs. Vous me demandez votre avis, mon avis. Moi, je suis un utilisateur. Alors, de temps en temps, j'ai des marques qui me donnent des produits à tester. Donc, très clairement, j'utilise les pédales. Sur un vélo, j'utilise les pédales Asioma. Je trouve ça très bien, très pratique. Elles sont légères pour un capteur de puissance. D'accord? Elles sont pas chères et elles sont très fiables. Elles n'ont qu'un inconvénient pour ceux qui sont mais vraiment ultra pointus, c'est que même si elles sont très légères pour un capteur de puissance, puisque en fait elles vous rajoutent quasiment que 100 grammes, mais sauf que c'est en bout de pédale, enfin au bout circulaire. Donc c'est un petit peu embêtant. Mais voilà. Ensuite, donc dans le pédalier, ben, c'est pas mal, justement parce que sur le pédalier, souvent ça va être au plus près de l'axe, donc le poids n'est pas très important. Vous savez que le poids sur le cadre est beaucoup moins important que le poids en rotation sur les roues ou sur les pédales et les pédaliers. Donc, c'est l'avantage que ça présente. En général, c'est un petit peu plus cher. Donc, sur le pédalier, moi, je vous conseille le FSA Powerbox, je crois, qui est le meilleur rapport qualité-prix, ou le Rotor InPower. C'est-à-dire, vous avez le Two InPower avec les deux côtés. Et moi, je vous conseille le InPower parce que franchement, un seul côté, ça suffit largement, sauf si vous avez un problème pathologique entre deux jambes ou que vous venez vous casser un ménisque, une hanche, je ne sais pas quoi, bah forcément, vous avez une jambe qui sera moins forte. Donc là, il faut surveiller. Si vous voulez être champion de France de contre-la-montre de votre catégorie, là, il y a des choses à travailler qui sont ultra pointues et intéressantes. Mais sinon, franchement, jusqu'à une première catégorie, un mec qui veut gagner l'étape du tour, etc., pédale que de son côté, ça suffit largement. Ok? Allez. Alors, je vous rappelle que vous pouvez faire un don si vous voulez nous aider. Alors, Alain qui me dit, ancien coursier, j'ai aujourd'hui 52 ans et je me suis toujours entraîné au cardio. À l'époque où je courais, j'étais suivi par un tout sportif qui me planifiait mes entraînements en fonction des tests à l'effort avec calcul VO2 max. Et de ce fait, j'ai eu la chance de pouvoir bien me connaître. J'ai du mal à saisir pourquoi il est plus fiable de se baser sur les watts plutôt qu'au cardio. Excellente question, Alain. Excellente question. Tout à fait. Alors d'abord, Alain, je tiens à te dire que le cardio, pour moi, reste extrêmement fiable, d'accord? Parce que c'est bien le cœur qui va donner une information à l'organisme pour déclencher la sécrétion d'acide lactique, d'accord,
qui vont à un moment limiter l'effort pour les efforts anaérobie lactique. D'accord? Bien. Donc, on va dire, je vais essayer d'être simple, pour les efforts à haute intensité, pour travail de puissance ou de résistance, ok, là, il va falloir, le cœur est aussi une information intéressante parce qu'on sait qu'à partir d'un certain niveau, c'est là où je vais commencer à sécréter de l'acide lactique et selon le niveau cardiaque où je monte, je sais qu'il va me rester plus ou moins de temps. D'accord? Voilà. Hein? Donc, imaginons comment je pourrais illustrer ça. Si je prends la fréquence cardiaque, voilà. D'accord? La fréquence cardiaque. Okay. Je sais que je vais avoir deux seuils ventilatoires, d'accord? 1 et le seuil ventilatoire 2. OK? Donc, le seuil ventilatoire 1, c'est la fréquence à partir de laquelle je vais commencer à faire de l'acide lactique. Donc, si je me mets là, je vais pouvoir tenir un effort assez longtemps. D'accord? Mais au bout d'un moment, voilà. Si je suis en dessous, alors, on va dire si je suis en dessous, je peux tenir un effort très long. Si je suis là, au bout de peut-être quelques heures, d'accord, mettons 2 heures, je vais capoter, d'accord? Et si je me mets à SP2, je sais que là, ça va être très rapide, d'accord? Là, je vais tenir, selon les personnes, allez, on va dire 20 minutes, ok? Et je peux aller au-dessus. Je peux aller à ma FC max. Avec FC max, je vais tenir que quelques minutes, d'accord? Peut-être que 2 minutes. Ok, peu importe les chiffres là, d'accord? Bon. Vous comprenez que là, la fréquence cardiaque, c'est hyper intéressant de l'utiliser. Le seul problème, c'est quoi? C'est que tu n'es pas sans savoir, mon cher ami Alain, qu'on a découvert que pour travailler les hautes intensités, il était plus efficace de travailler par intervalle de haute intensité que de manière continue. D'accord? Parce que si je fais ça, je vais pouvoir tenir beaucoup plus longtemps à SV2 que si je le faisais que d'une traite. D'accord? Et donc, je développe plus de qualité adaptative. Le problème, c'est que les fréquences cardiaques, elle a une latence cardiaque. D'accord? Voilà. Elle a une latence cardiaque. Et donc, le temps que mon cœur monte, des fois, eh bien, l'intervalle de 30 secondes est déjà fini. Donc, il faudrait que je m'arrête. Et donc, là, je n'ai pas de nuance, à part à très bien connaître, pour savoir précisément quelle est l'intensité qu'il faut que je tienne, donc par exemple en puissance, pour ne pas être en puissance maximale, d'accord? Donc là, maintenant, si je remplace ici, non plus la fréquence cardiaque, mais je mets la puissance, ok? J'ai ma puissance maximale que je peux tenir sur 10 secondes. Ok? Je vais avoir ma puissance sur 1 minute. Je peux la tenir sur 1 minute. D'accord? Et je me crame. Je vais avoir la fameuse PMA. Celle que je peux tenir sur 5 minutes. Ok? Je vais avoir la fameuse FTP. Que je peux tenir, on va dire, sur 20 minutes. Pour simplifier. Bon. Si je fais un fractionné à PMA, je vais pouvoir tenir très longtemps. Sauf que si je ne me connais pas, mettons, c'est 400 watts. Et ma puissance max, c'est 800 watts. Non, peut-être que ma puissance sur 1 minute, c'est 800 watts. Et max, ça sera 1200 watts. OK? Et si je ne me connais pas, je vais peut-être partir sur 30 secondes à 800 watts. En me disant, ça va. Sauf qu'au bout du deuxième ou du troisième répétition, je serai carbo. Et là, si je veux travailler avec beaucoup plus de nuances, là, j'ai un indicateur précis, instantané, sur le niveau d'effort que je fais. Ça me permet de beaucoup plus affiner mon travail par intervalle. Pour résumer, mon cher Alain, pour tout ce qui est fort en endurance, la fréquence cardiaque reste pour moi une référence indispensable. Pour les efforts à haute intensité, où là, c'est souvent là que ça joue, eh bien, le travail au capteur de puissance est beaucoup plus fin et intéressant pour travailler des subtilités de nuances qui permettent de travailler des efforts sur des distances variables. Et donc, on a une adaptation beaucoup plus progressive de l'effort. C'est vraiment beaucoup plus intéressant. Je ne sais pas si je l'ai bien expliqué, mais enfin, bon, voilà. Ok, les amis, il est 8 heures.
Donc, c'est la fin de notre coaching live tous ensemble. Je vous fais une grosse bise. Désolé pour toutes les autres questions, les amis. Je vous rappelle que si vous le souhaitez, vous pouvez faire un don. J'ai mis le lien dans la description de la vidéo. Et je vous dis, eh bien, au mois prochain pour le prochain coaching live. À demain, à 10h pour une séance de travail qualitatif du geste. Ciao les amis, au revoir. Vous avez été nombreux, je vous embrasse. Ciao.